Jean-Paul II à Sarajevo prêche la tolérance entre les peuples et les religions. Incendie en France, 700 hectares de forêt détruits dans le sud de la Gironde. Strasbourg, vainqueur de la Coupe de la Ligue de football contre Bordeaux, assuré de disputer une compétition européenne la saison prochaine. Madame, monsieur, bonjour. Le froid et le vent n'ont pas découragé ce matin plusieurs dizaines de milliers de fidèles d'assister à la messe en plein air célébrée par le pape Jean-Paul II dans le stade de Sarajevo. Le Saint-Père a voulu, à cette occasion, prêcher la tolérance, tolérance politique dans un pays divisé, tolérance religieuse dans un pays aux multiples confessions. Alain Chalvron, sur place. Oubliez les bombes d'hier, les menaces et la tension. Comme d'habitude, Jean-Paul II a fait son entrée en papa mobile dans le stade de Sarajevo, où s'était donné rendez-vous une foule enthousiaste de 40 000 personnes environ. La plupart des pèlerins ont fait un long voyage, en car, en train, la nuit ou au petit matin. Vers 8 heures, c'est une file ininterrompue qui convergeait des faubourgs de la ville vers le stade Koševo. Un stade dont les abords tenaient du camp retranché. Ils sont venus des quatre coins de la Bosnie. Petits ou grands, la plupart affichaient leur origine communautaire avec ce drapeau croate. On avait beau chercher, on ne voyait guère de drapeau bosniaque. Pourtant, juste avant la messe, devant les 3 membres de la présidence collégiale bosniaque, le représentant serbe s'était déplacé. Jean-Paul II a prêché le dialogue, la modération, la coopération et la paix. Mais dans la foule, le message ne passe pas facilement. Ici, on est catholique et croate avant d'être bosniaque. Ailleurs, on est orthodoxe ou musulman d'abord. Pardonner et demander pardon, c'est la substance même du discours du pape ici au stade de Sarajevo. Condition de la réconciliation, de l'union et de l'indépendance. Ce discours sera-t-il entendu? Rien n'est moins sûr dans une Bosnie où les cicatrices de la guerre sont loin, très loin d'être refermées. Retour à Paris, les internes soutenus par certains syndicats de médecins libéraux doivent manifester aujourd'hui. L'importance de la mobilisation sera déterminante quant à la suite des événements, car le mouvement engagé il y a 5 semaines maintenant contre la réforme de la sécurité sociale commence véritablement à donner des signes d'essoufflement. Philippe Visserias, Frédéric Bonnet, reportage. 11h50, gare de Lyon, arrivée du train spécial en provenance du sud-est de la France. Les plus démonstratifs, les internes en grève. Partout dans les hôpitaux, leur mouvement s'essouffle. Manifester à Paris, c'est pour eux une façon de raviver la flamme. On espère avoir des bons résultats parce qu'effectivement la grève petit à petit s'essouffle. Mais bon, aujourd'hui on est là. Lui, les de Nîmes, à Nîmes ils étaient 10 au début, ils sont 6 maintenant. Voilà. Mais chez nous ça se souffle pas, hein. On est de Montpellier, Marseille non plus. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que les internes dans la rue. Avec eux, les médecins libéraux et tous les professionnels de la santé qui ont répondu au mot d'ordre de la CGT et de FO, tous unis contre le projet de réforme des dépenses de santé. Là, vous n'avez aucune revendication quant à des honoraires ou des salaires ou des trucs comme ça. Hein. On a un problème, la qualité des soins qui doit être maintenue et pas de rationnement. Point. Les manifestants se sont donné rendez-vous avenue des Gobelins. Le cortège devrait rejoindre la place d'Italie dans l'après-midi. L'événement sportif hier soir, c'était la finale de la Coupe de la Ligue de football. Strasbourg affrontait Bordeaux au Parc des Princes. Les deux équipes ne sont parvenues à se départager qu'au tir au but. Finalement, c'est donc Strasbourg qui l'a emporté et qui participera à une compétition européenne la saison prochaine. Florent Gautreau, Michel Levasseur. L'Alsace attendait ça depuis 18 ans. Depuis 79 et le dernier titre de champion de France, Strasbourg n'avait gagné aucun trophée. Alors ceux qui n'avaient pas pu faire le déplacement au Parc des Princes ont enflammé les bars et les rues de la capitale alsacienne jusqu'au bout de la nuit. La nuit a été longue à Strasbourg et le match presque interminable à Paris. Il faut dire que les attaquants des deux équipes ont rivalisé de maladresse. Ce n'était ni le jour de Ziani pour Bordeaux, ni celui de Nouma pour Strasbourg. C'était un jour sans, une nuit sans but, un match sans panache. Jusqu'à la séance des tirs au but qui n'en finit plus. Affreux, 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 papa ne veut pas voir ça. Et il a raison car ça continue, ce maudit ballon ne veut pas rentrer. Sur les 18 tireurs, 7 joueurs vont manquer leur tentative. À 2 reprises, Strasbourg a le ballon de la victoire au bout du pied. Mais Gilbert Baudard, le gardien girondin, réalise alors 2 arrêts décisifs. Il est 23h34, le match a commencé depuis près de 3 heures. Kabadiawara, l'attaquant bordelais, manque complètement sa frappe. Insoutenable suspense, insupportable attente.
la coupe hésite encore entre bleu ciel et bleu marine. Mais Stéphane Collet, le 18e tireur, ne craquera pas. Le geste est précis, le pied ferme. La coupe est à Strasbourg, l'équipe surprise de la saison. Ce qui est surprenant de la part de Strasbourg, c'est qu'on nous avait annoncé la 2e division en début de saison, puisque on a changé beaucoup de joueurs de l'effectif de la saison dernière et que j'avais soi-disant pris des seconds couteaux. Là, ce soir, les seconds couteaux ont répondu à toutes les agressions dont ils ont été victimes en début de saison. Des seconds couteaux pour un crime parfait. Strasbourg empoche une coupe, 10 millions de francs et un ticket pour la Coupe d'Europe de l'UEFA. L'actualité internationale maintenant en Albanie. Un premier détachement d'une quarantaine de militaires français a débarqué ce matin dans le port de Durrës. Ils sont chargés de la logistique du contingent de 1000 hommes qui débarquera à partir de mardi prochain. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé ce matin devant l'ambassade d'Allemagne à Téhéran pour protester contre le verdict du tribunal de Berlin impliquant des dirigeants iraniens de premier plan dans une action terroriste. Par ailleurs, le vice-président du Parlement iranien, l'imam Rouhani, indique que son pays veut revoir ses relations économiques et politiques avec l'Union européenne et principalement l'Allemagne. Au Zaïre maintenant, les troupes rebelles ont annoncé ce matin la prise de 2 nouvelles villes. Kananga, capitale du centre du pays, et Kolwezi, que tout le monde connaît, dans la province du Shaba, 2 localités qui seraient tombées sans réelle résistance et qui étendent encore l'espace contrôlé par les rebelles de Laurent Désiré Kabila, qui se trouve désormais à moins de 300 km de Kinshasa. Affrontement entre policiers et manifestants hier après-midi à Londres et en fin de soirée, c'est un défilé pour la justice sociale qui a dégénéré après qu'un manifestant ait lancé une bombe fumigène par-dessus le portail qui ferme Downing Street, la rue de la résidence du Premier ministre John Major. 16 personnes ont finalement été arrêtées au cours d'affrontements avec la police à cheval qui à un moment donné a dû charger les manifestants. Retour en France avec une série d'incendies hier après-midi dans le sud-ouest, au sud de Bordeaux. Plus de 25 départs de feu et 700 hectares de forêt détruits. François Privat, Bernard Bonarme. Une voiture accidentée qui prend feu et en moins de 4 heures, ce sont près de 600 hectares de pins qui sont détruits à une trentaine de kilomètres au sud de Bordeaux. Vers minuit, les 300 pompiers dépêchés sur place ont maîtrisé un incendie qui, avec le vent très fort et des sous-bois secs, s'était propagé rapidement. Il s'agit de noyer les lisières et de les faire traiter ultérieurement par un bulldozer pour éviter demain les reprises qui ne manqueront pas si on ne fait pas ça. 2 véhicules de pompiers ont été entièrement détruits par les flammes. Heureusement, pas de victimes. À aucun moment, des villages ou des habitations n'ont été menacés. Au PC, on est soulagé. L'intervention des 2 Canadair hier en fin d'après-midi a été décisive. Ça fait un peu plus d'un mois et demi qu'il n'a pas plu dans la région. La strate arbustive est sèche, on est aux sorties de l'hiver et donc tant qu'il n'y aura pas d'eau, on sera en période critique. Le vent est tombé, mais avec la chaleur annoncée pour cet après-midi, l'ensemble du massif forestier aquitain reste plus que jamais sous haute surveillance. Paris-Roubaix, la plus célèbre course cycliste classique, est partie depuis ce matin 10h30 à la sortie de Compiègne. 177 coureurs, actuellement groupés, sauf 3 d'entre eux en fait. Le Suisse Rolf Wehrmann, le Français Predo et l'Italien Bonetti qui ont pris quelques longueurs d'avance. Un Paris-Roubaix actuellement placé sous le signe du soleil, où ici les coureurs en direct traversaient un petit village de Picardie. Avant d'aborder les fameux pavés du Nord, c'est à suivre donc, et voici les premiers pavés d'ailleurs, c'est à suivre cet après-midi en direct sur France Télévisions. Voici donc les 3 échappés, le Suisse Wehrmann, le Français Predo et l'Italien Bonetti. Mais la course est loin d'être terminée comme vous l'imaginez. 24 heures du Mans moto maintenant, à 2 heures de l'arrivée, le classement s'établit ainsi. Premier Gomez, Pollen, Godard sur Suzuki devant. À 11 tours, l'équipage de l'Estan, Ruggia, Lindholm sur Yamaha. Ce matin, l'équipage Kawasaki a dû abandonner. Bon tant pis, Morrison, Dorgex ont cassé tout simplement leur moteur sur le coup de 9 h du matin. Disneyland Paris a 5 ans, un anniversaire marqué hier après-midi par une somptueuse parade. 5 ans, c'est l'âge de raison. Aujourd'hui, le parc fonctionne à plein après quelques ratés au démarrage. Notamment le concept purement américain qui a dû être mis quelque peu au goût des Européens. Caroline Marie, Didier Rancoeur.
Pour célébrer son anniversaire, Disneyland Paris a tout prévu. Des emplacements pour les caméras, des invités prestigieux pour la parade. Sur le gâteau, il y a 5 bougies. Pour la première fois, des groupes folkloriques européens défilent aux côtés de Minuit. Voici les accordéonistes qui représentent la France. Le concept de la parade était de mélanger les traditions européennes avec les traditions Disney, parce que Walt Disney a trouvé beaucoup d'inspiration des contes de fées européennes comme Blanche-Neige et Cendrillon et La Belle et la Bête. Disneyland a fait beaucoup d'efforts pour s'adapter à la clientèle européenne. Afin d'attirer les visiteurs, il a fallu baisser les tarifs et modifier les menus des restaurants. La vie est différente en Europe, donc il faut s'habituer aux traditions. Il est certain qu'on nous l'a reproché, donc à partir du moment où on nous l'a reproché, on a écouté nos clients, et donc on leur a offert ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire ? Ils voulaient pouvoir éventuellement avoir du vin à table, ils peuvent avoir du vin à table. L'année dernière, Disneyland Paris a accueilli 11 700 000 visiteurs, dont 40% de Français. Des Français qui sont de plus en plus nombreux à se presser dans les parcs d'attractions. Jusqu'au 21 avril, c'est le festival des oiseaux dans le parc du Marcanterre en baie de Somme, une réserve créée par l'homme pour les oiseaux en migration. La liberté des animaux y est si bien respectée que certains ont même choisi de s'y installer définitivement. Reportage Dominique Bonnet. Tout en haut dans les pins, le héron cendré se prépare à un heureux événement. Encore plusieurs jours de couvaison et sa femelle va lui donner 2 ou 3 poussins. Au parc du Marcanterre, la saison des naissances vient juste de commencer. Le public est déjà aux premières loges. Ouvert toute l'année, le spectacle y est permanent. Ici, il y a 2-3 avocettes, mais il y a surtout des moitrieuses. Et puis alors une belle colonie d'avocettes qui se trouvent là sur la gauche, qui sont dans l'eau et qui dorment. Situé sur un axe de migration, plus de 300 espèces font escale dans la baie de Somme, du simple ravitaillement sur la route de l'Afrique jusqu'à des séjours prolongés. Voilà plus de 20 ans, le domaine a été créé de toutes pièces, sur une idée simple, protéger les oiseaux et satisfaire la curiosité du public. Le parcours a été complètement dessiné de façon à ce que les oiseaux ne voient jamais le public. Donc les gens circulent dans des couloirs de végétation ou entre des postes d'observation. Et les oiseaux, même s'ils sentent la présence de l'homme, ne voient jamais l'homme et ne sont jamais dérangés. Ici, chacun son territoire, mais préserver les espèces, c'est aussi mieux les comprendre. Très présents sur le site, les scolaires sont l'objet d'une attention particulière. Pour voir les différentes espèces d'oies, ici il y en a 3 qui se ressemblent au plumage. Alors pour les différencier, on va regarder le bec. Au printemps, la vocette élégante, la moitrieuse ou la spatule blanche reviennent nicher sur la côte picarde. En quelques années, l'homme a su rétablir ici un écosystème trop souvent menacé. À l'occasion des défilés de mode, récemment encore, on a pu observer à la dérobée le travail des photographes dont le métier consiste à mettre au maximum en valeur les modèles présentés et les mannequins qui les portent. Ensuite viendra la séance photo pour les magazines spécialisés comme le prestigieux Vogue. Et il faut savoir que ces photographes sont de véritables stars dans leur domaine. C'est le cas, vous allez le voir, de l'allemand Peter Lindbergh que nous suivons au cours d'une séance de pause. Reportage Sophie Mézel, Pascal Puyon. L'œil danse, gonflé d'émotion, Natalia Larue s'offre devant l'objectif de Peter Lindbergh. Séance de pause dans un atelier de peintre, caché derrière la Bastille. Instant magique. Le photographe et son modèle s'abandonnent dans un corps à corps presque érotique, hypnotique. Une danse nuptiale. Ça y est, la photo est dans la boîte. C'est toujours bien de le laisser un tout petit peu perdu. Non, si on explique trop bien, non, il essaie de le faire trop bien. Non. Et on dit 2-3 mots, on montre quelques photos, un peu une ambiance. C'est beau. Et après, eux, ils ont un grand espace pour donner quelque chose. Non? Lèvres salies, cheveux ébouriffés, huilés, la peau est noircie à la cendre. Une atmosphère suggérée par touches impressionnistes. Tanga, check ce tchèque. Prends la chaise et mets un tout petit peu par là.
Peu importe si sur les clichés on ne saisit pas le détail. Le seul but de ce cérémonial, que les mannequins se sentent investis d'un rôle. Aujourd'hui, elle danse pour Pina Bausch, la chorégraphe allemande, ou en tout cas elle se l'imagine. Peter Lindbergh est l'un des photographes les plus sollicités du moment. Son style, lumière naturelle, cadrage de cinéma, souvent servi par le noir et blanc. Moi, je suis une des rares photographes de mode qui dit qu'ils sont photographes de mode. Parce que les autres photographes de mode, ils disent bah, je ne suis pas photographe de mode, moi je suis artiste. Hein. Finalement, la mode, Peter Lindbergh ne s'en soucie guère. Ce qui l'intéresse, immortaliser une certaine idée de la femme, voler un souffle de mystère. Dans quelques instants, la météo, Patrice Drevet, 17h45, Stade 2, présenté par Pierre Sled, 18h50, déjà dimanche. Jean-Luc Delarue reçoit notamment ce soir Josiane Balasco et Dominique Lavanant. Quant à moi, je vous retrouverai à 20h. Je vous souhaite une excellente après-midi sur notre chaîne. Au revoir, à tout à l'heure. J'ai grand plaisir de les accueillir sur ce plateau, tous chanteurs, musiciens, danseurs. Tous les dimanches, Martin l'Enchanteur ouvre grand les portes de son empire et c'est une proposition que vous ne pouvez pas refuser. À tout de suite. C'est pas la peine de regarder ailleurs, il n'y a rien de bien. Vraiment. Pour savoir si vous avez gagné, décrochez. Loto, Keno, Tiercé, tous les résultats au 08 36 68 10 10. La Chartreuse est condamnée. Et d'ici un an, la Chartreuse n'existera plus. Il se passe quoi avec cette fille? Dis-le-moi! Margot, arrête ça! J'ai dit d'arrêter! Le paiera. Sandrine Bonner subit les mauvais traitements, mais prodigue les bons soins. Lundi soir sur France 2. Les formules Maison Verte, ce sont des actifs lavants d'origine naturelle, 100% efficaces pour votre linge, 100% efficaces pour votre vaisselle et 100% biodégradables pour la nature. Maison Verte, les forces de la nature. Vous adorez votre eau, alors vous lui êtes fidèle. Eh bien, pas moi. Aix-les-Bains, eau minérale des Alpes, est une des marques qui vous permet d'alterner. Alors changez d'air, changez d'eau avec Aix-les-Bains. Pour en savoir plus, téléphonez au 0800 36 37 38. Moi, ça fait 2 ans. Ça fait 15-16 ans, moi. Ah non, chérie, 19. Moi, ça fait quoi 7 ans, 8 ans? Moi, je vous le dirai pas. Moi, j'ai besoin de lunettes pour voir de près depuis 7-8 ans. Ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est que parfois on se dit, quand on choisit une lunette, est-ce que je prends l'écaille foncée ou l'écaille claire? Est-ce que je prends la bleue ou la verte? Ou alors l'inverse. Mais je peux pas avoir les deux. De là est une idée du coffret. La Forti la Flelou. 4 lunettes identiques, 4 couleurs différentes. Forti, ça veut dire 40. Voilà, c'est la quarantaine. La Forti la Flelou. Fatigué. 12 vitamines, 9 minéraux. Un comprimé par jour suffit. Vivamine, un médicament réservé à l'adulte. Voilà votre avion. Très bien, je vous appelle en arrivant. N'oubliez pas votre carte d'embarquement. C'est pour des hommes comme vous qui n'avez pas une minute à perdre qu'Iberia a amélioré sa business class. Bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue à bord. Avec encore plus d'espace, le choix de vos menus aux heures des repas et une ponctualité exemplaire, la business class d'Iberia, bien plus qu'un voyage en avion. Le jour où, avec la carte préférence Crédit Mutuel, vous avez de l'argent d'avance. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Terrafort ventre plat, je t'aime, je t'adore. Ventre plat, je pense Terrafort.
Nostalgie présente Best of Michel Fugain, l'essentiel de Michel Fugain. 20 ans de tubes, 20 ans de succès avec Forteresse, Où s'en vont, Fait comme l'oiseau, Les années guitares. Best of Michel Fugain avec Nostalgie. Maux de tête, douleurs incessantes, les problèmes de voiture agissent sur notre organisme. Heureusement, il existe une solution efficace, AD. Grâce à l'action combinée de l'expérience et du professionnalisme des garages AD, faire réparer sa voiture n'est plus un casse-tête. Jusqu'au 31 mai, les garages AD font moins 50% sur le deuxième amortisseur. AD, ce serait dommage de passer à côté. On peut toujours imiter un poulet fermier dans ce nid, mais pas son goût. 3 fois médaillé au salon d'agriculture, poulet fermier dans ce nid. Ces quelques virages devraient vous convaincre facilement d'acheter une ZX. Surtout qu'elle est à moins 12 000 francs jusqu'au 15 avril. Bonjour, et oui, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Pour les écoliers, une belle semaine ensoleillée, mais pour les agriculteurs, toujours pas de pluie à l'horizon. Voici l'animation satellite maintenant, et nous nous rendons compte qu'il y a une zone anticyclonique bien installée ici sur l'Irlande, ce qui permet à notre pays de bénéficier d'un très très beau soleil, avec quand même quelques passages nuageux sur les frontières du nord et puis aussi sur l'extrême sud-est. Voici les températures prévues pour cet après-midi. Elles vont de 11 degrés au nord jusqu'à 21 autour de la Méditerranée. L'aspect du ciel prévu pour demain, de nombreux nuages sur le nord avec quelques petites bruines locales. À l'avant, nombreux passages nuageux, mais il y aura encore de très belles éclaircies. Et puis aussi des petites averses sur les reliefs, sur l'extrême sud-est et sur la Corse. Sinon, sur le reste du pays, eh bien, un beau soleil avec quelques petits cumulus ici ou là. Les températures au lever du jour, attention, elles sont fraîches, elles vont de moins 1 degré à Nevers jusqu'à 10 au pied des Pyrénées. Mais le soleil va vous réchauffer tout cela, puisqu'il fera de 14 degrés sur le nord jusqu'à 21, 22 degrés sur le sud, 22 à Mont-de-Marsan, à Toulouse et à Nîmes. Voilà, vous retrouverez Isabelle Martinet tout de suite après le journal de 20h pour le prochain bulletin météo. En attendant, je vous souhaite un très très bon après-midi à tous, sur France 2, bien sûr. Darty, le contrat de confiance. Il y a quelque chose là-dessous qui n'est pas comme nous. Qu'est-ce que tu crois qu'il a vu? Quelque chose qui lui a foutu la trouille de sa vie. Commence à descendre. Tu n'es pas obligé de faire ça. Faut bien que quelqu'un le fasse. 80 yards. Qu'est-ce que c'est? 60. La plus belle chose que j'ai jamais vue. Ça n'est pas un des nôtres. Nous n'avons aucun moyen d'avertir la surface. Préparez-vous tous au choc. Accrochez-vous, messieurs. On va basculer vers le fond. Tout le monde est mort. Bye bye. 4800 pieds. J'ai plus de contact. Oh non, merde, non, non. Il faut que je sache comment tu vas. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Vous allez toucher le fond ce soir sur France 2. Vas-y. Maman, 阿爹，時代變啦！呢部車咧，我由法國運過嚟嘅，可以保存住你 tout est privilège， 只有你一個人知嘅咋。Politiquement correct. Pour une fois. Au club affaires dans tout le réseau Renault, Clio Chippy est à partir de 53 600 francs. Qu'est-ce qui rend le chocolat Milka si tendre? C'est un peu indiscret. Mais voyez-vous, un homme qui vous couvre de bijoux, vous offre des fleurs, repasse vos robes. C'est naturel de lui donner un bon lait des Alpes qui fera toute la tendresse d'un bon chocolat. Milka, tendrement chocolat. Besoin d'argent. Sans vous déplacer,
Les Cofidis. Le crédit par téléphone. Je me souviens encore du premier bonbon que j'ai reçu de mon grand-père. Un Werther's original. J'avais 4 ans. Je n'oublierai jamais cette saveur tellement douce et crémeuse. Un vrai régal. Je me sentais quelqu'un d'exceptionnel. Et maintenant, c'est moi, le grand-père. Et que pourrais-je donner de meilleur à mon petit-fils que mes Werther's original? Car il est, lui aussi, quelqu'un d'exceptionnel. Maux d'estomac, 5 minutes, top. MAP est un médicament qui commence à neutraliser l'hyperacidité gastrique dès la 5e minute. Maux d'estomac, MAP comprimé. Voici le nouveau Mir Supra, encore plus dégraissant. Même pour une casserole aussi sale, plus besoin de frotter. Regardez. La nouvelle formule Mir Supra est auto-active. Même sans frotter, tout disparaît. Mir Supra, nouvelle formule. L'efficacité, même sans frotter. Les tondeuses Flimmo flottent sur coussin d'air. Facile à utiliser, elles se faufilent partout. En plus, avec la tondeuse turbo compacte de Flimmo et son système de ramassage unique, vous pouvez aussi ramasser l'herbe. Vraiment plus d'herbe. Les tondeuses sur coussin d'air Flimmo, c'est simple, comme si le jardin vous donnait un coup de main. Le sport, il n'y a rien de mieux pour se sentir en forme. Mais quand on est journaliste, on a peu de temps pour faire du sport. Alors parfois, quand je me sens fatigué, je prends Santogène anti-fatigue. Ça me permet de rester en forme. Il y a toujours un Santogène pour la vie que je mène. Santogène anti-fatigue fait partie d'une gamme de 15 cocktails de vitamines et minéraux. Salut. Oh non, encore la petite voix de la raison. Monsieur mange pas ci, mange pas ça. Qu'est-ce que tu viens faire dans le frigo? J'ai envie d'un brassé aux fruits. Et ramène pas ta fraise, hein. C'est des Weight Watchers. À propos de fraises, j'ai goûté celui aux fraises de Californie. Un délice, non? Si c'est des allégés, moi je suis la fiancée de l'hiver. Et ben tous mes vœux de bonheur. Brassé nature et aux fruits Weight Watchers, il n'y a plus de mal à se faire du bien. C'est la force du mal, l'instinct de liberté. C'est un nouvel esprit, son nom c'est Super Dim. Des slips taillés en V, dans une matière techno. Dim change tout et c'est beau. Super Dim de Dim, le plus mal des phénomènes. Mardi soir, vous aussi, apprenez à dresser votre animal de compagnie préféré sur France 2. Vous êtes chez vous, c'est votre théâtre, vous le savez. Quel plaisir de vous accueillir. Quel plaisir de voir que la salle est pleine, que vous êtes attentifs. Et si vous saviez l'émotion que vous procurez à tous ceux
qui, au cours de ce programme, vont se produire devant vous. Ils sont tous là, derrière les décors, à se dire comment ils sont aujourd'hui. Alors je vous regarde, vous êtes encore plus beaux que la semaine dernière. Voilà. Et c'est le printemps, hein, on le voit aux robes, à la couleur des robes des dames qui nous font l'honneur de leur présence ici. Je voudrais vous faire un très beau cadeau. Un cadeau d'ouverture que vous gardiez en souvenir. Un des nôtres. Nous n'avons aucun moyen d'avertir de la surface. Préparez-vous tous au choc. Accrochez-vous, messieurs. On va basculer vers le fond. Tout le monde est mort. Bye bye. 4800 pieds. J'ai plus de contact. Oh non, merde, non, non. Faut que je sache comment tu vas. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Vous allez toucher le fond ce soir sur France 2. Les internes dans les rues de Paris pour faire le point sur leur mobilisation après 5 semaines de grève. Jean-Paul II à Sarajevo, le pape prononce un message de tolérance dans un pays traversé par les fractures politiques, religieuses et ethniques. Albanie, les premiers soldats français débarquent pour assurer l'aide humanitaire. Paris-Roubaix cycliste, victoire surprise du français Frédéric Guédon qui règle les favoris au sprint à Roubaix. Madame, monsieur, bonsoir. Ce soir, le pape Jean-Paul II a quitté Sarajevo après un séjour de 24 heures dans la capitale bosniaque. Voyage difficile, dangereux. Un attentat déjoué au dernier moment hier et le temps fort ce matin, une messe en plein air devant plusieurs dizaines de milliers de fidèles. Jean-Paul II, extrêmement fatigué, mais résolu à aller jusqu'au bout de son discours de tolérance adressé à une population en proie à des problèmes politiques, religieux et ethniques. Sur place, Alain de Chalvron. Pas de bombes ni de mines aujourd'hui à Sarajevo, mais la neige, le vent, le froid pour Jean-Paul II. Un temps qui n'a pas découragé les fidèles. Ils étaient 40 000 environ au stade de Koševo, venus de toutes les parties de la Bosnie et surtout de la partie croate, catholique. Mais une tempête qui a rendu par moments la messe acrobatique. Ils sont venus pour voir le Saint-Père, mais aussi pour apporter un message. Nous sommes venus ici avec le cœur, pas avec des bombes dans les poches. Allusion aux 23 mines et bombes découvertes sous un pont avant l'arrivée de Jean-Paul II, mais que le pape, tout à sa prière, semblait avoir oublié, même si dehors les forces de l'OTAN et dans le ciel les hélicoptères veillent sur la sécurité. Pardonnez et demandez pardon, a dit en substance Jean-Paul II à la foule des fidèles, lançant un message de paix, de tolérance et d'unité. Les fidèles ont applaudi, mais combien sont prêts à vivre vraiment le message papal? Et les trois présidents de la présidence collégiale bosniaque, le musulman, le croate et le serbe, qui se regardent en chien de faïence, auront-ils eux aussi entendu ce message qu'ils semblent pourtant écouter avec tant d'attention? En quittant Sarajevo tout à l'heure, Jean-Paul II paraissait cependant satisfait, souriant, comme celui qui a accompli un vieux rêve que la violence avait longtemps contrarié. Que restera-t-il de ce voyage? Eh bien d'abord qu'il se soit déroulé, finalement sans incident majeur, malgré la forte tension d'hier à la suite de la découverte des mines. C'est le signe que Sarajevo revit, que Sarajevo a repris sa place dans le monde. Et puis... 5 semaines après le début de leur grève, les internes des centres hospitaliers universitaires, soutenus par certains syndicats de médecins libéraux, avaient décidé de défiler aujourd'hui dans Paris. Une manifestation importante qui devait leur permettre de tester leur niveau de mobilisation. Les estimations du nombre de participants diffèrent sensiblement entre la police, 8500 personnes, et les organisateurs, près de 60 000. Au point que nous avons dû nous-mêmes faire notre estimation. Reportage Frédéric Rota, Patrick Deschmecker. Tous ensemble, place de la Bastille, pour lire le serment d'Hippocrate, leur serment. Combien était-il aujourd'hui? 9 000 selon la police, 60 000 selon les organisateurs, pas plus de 25 000 selon nos estimations. Certes, le mouvement des internes lancé il y a plus de 5 semaines s'essouffle un peu, mais l'inquiétude est toujours aussi forte, elle s'étend même à d'autres professions médicales. Franchement, c'est vrai, on a un petit essoufflement dans notre mouvement, mais d'autres
notamment Paris et puis les CHU marseillais, Montpellier, enfin de la côte sont encore très mobilisés. Il y a plus d'organisations qui appellent à ce rassemblement, il y a plus d'organisations qui proposent de débattre. Il nous semble que si l'effritement, c'est le rassemblement de plus en plus d'organisations, alors tant mieux qu'il y ait cet effritement. Ils sont contre le rationnement des soins, contre les sanctions collectives. En plus de leurs revendications désormais classiques, les internes réclament aujourd'hui l'organisation d'un grand débat sur la santé en France. Nous demandons aujourd'hui à être autour d'une table avec les représentants des assurés sociaux pour aller vers plus de justice. Ça veut dire que vous demandez un grand débat national? Absolument, nous appelons à ce grand débat. Les médecins libéraux semblent beaucoup plus présents maintenant côté des internes. Ils l'ont prouvé cet après-midi avec force. Monsieur Juppé doit, dans les 48 heures, ouvrir sa porte et s'asseoir avec nous pour essayer de trouver une solution au problème qui est posé maintenant devant la nation tout entière. Demain, de nouvelles actions d'internes sont prévues ainsi qu'une nouvelle journée santé morte dans les cabinets médicaux. À retenir encore aujourd'hui une déclaration de Mme Nicole Notas, secrétaire générale de la CFDT, qui demande au gouvernement de ne pas reculer face au mouvement des internes et d'appliquer la réforme qui a été mise en place. La sécheresse qui touche actuellement la France a été indirectement la cause ces dernières 48 heures de départ d'incendie dans le sud-est et surtout dans le sud-ouest, au sud de Bordeaux, où 700 hectares de pinèdes et de broussailles ont flambé. François Privat, Bernard Bonnard. Près de 700 hectares de pins sont partis en fumée dans la lande girondine, à une trentaine de kilomètres au sud de Bordeaux. Si les flammes ne sont plus visibles, la surveillance continue. Un hélicoptère bombardier d'eau peut intervenir à tout moment, tandis qu'au sol, les lisières des secteurs brûlés sont systématiquement passées au bulldozer avant un nouvel arrosage. À l'intérieur du brûlé, il y a bien sûr de nombreux fumerons qui subsistent et par cas de vent important, on peut toujours craindre bien sûr une reprise du feu. Actuellement, 150 hommes restent mobilisés. La plupart d'entre eux ont combattu les flammes une grande partie de la nuit dernière. Le vent, des sous-bois secs ont favorisé la propagation de ce feu provoqué par un banal accident de voiture. L'incendie n'a heureusement fait aucune victime. Les pompiers y ont perdu 2 de leurs véhicules. Ouais. À partir du moment où nous allons avoir fait le tour du feu avec les bulles et nous aurons noyé les lisières, nous pourrons lever le dispositif. D'ici combien de jours selon vous? Je ne peux pas trop vous dire, ça dépendra des conditions météorologiques, mais peut-être 2-3 jours. La chaleur et le vent, annoncés pour le début de la semaine, font craindre de nouveaux départs de feu dans un massif forestier aquitain, sous haute surveillance. Les tout premiers éléments du contingent français qui doit assurer en partie la sécurité de l'acheminement de l'aide humanitaire en Albanie est arrivé sur place aujourd'hui. Un détachement d'une quarantaine de soldats qui a débarqué dans le port de Durrës et ensuite direction la capitale, Tirana. Reportage Bernard Lebrun, Jean-François Hoffmann. Opération Alba, Alba en italien voulant dire l'aube, et c'est à l'aube que le Champlain a touché port. À bord, le premier détachement de commando de la Marine nationale, chargé de protéger l'unité de commandement. C'est une mission de reconnaissance préparatoire à l'arrivée du contingent français de la force multinationale. C'est toute couleur déployée que ce convoi d'une dizaine de véhicules et d'une quarantaine d'hommes ont traversé les rues de Durrës parfaitement tranquilles. Néanmoins, le détachement précurseur s'est installé tout à fait à l'écart, campement précaire, mais présence déjà rassurante. C'est nous qui les avons demandés pour qu'ils ramènent le calme et remettent de l'ordre en Albanie. Il faut qu'ils viennent pour la tranquillité, il faut qu'ils récupèrent les armes, car c'est important pour l'Albanie. La sécurité, voilà bien la première préoccupation des Albanais, dont la police reprend progressivement le contrôle du pays. La force multinationale, elle, a pour mission première l'acheminement de l'aide alimentaire. Alors qu'on le voit bien sur ce marché de Tirana, le pays ne souffre pas de sous-alimentation. Vous ne lutterez pas contre l'anarchie avec des sacs de farine, dit-on ici, d'autant plus que la farine, ni le pain, ne manquent. Alors ce que l'on espère, c'est que la présence militaire étrangère aura au moins un impact psychologique sur les bandes armées et mafieuses qui ont mis à sac le sud du pays. Différence notable dans l'analyse de la situation au sein de la force multinationale. Les Italiens, eux, ont choisi de rester à quai, ici à Durrës, alors que le Champlain, le bateau français, fait lui des ronds dans l'eau au large du port.
Ils préfèrent attendre l'arrivée du gros de la troupe française à bord de l'Orage au début de la semaine avant de regagner le port de Dourès. Alors que les affaires de réseaux pédophiles ne sont pas encore résolues, la Belgique connaît une psychose du tueur en série. Dans le sud du pays, près de Mons, à 2 semaines d'intervalle, les policiers ont retrouvé des sacs poubelles contenant des restes humains, des corps découpés. Les cadavres ont été retrouvés en des endroits précis qui font penser que l'on a affaire à un psychopathe machiavélique. Françoise Vallée. Le tueur n'a rien laissé au hasard. 2 sacs plastiques soigneusement ficelés, découverts rue du Repos, près d'une rivière nommée la Haine. Le premier sac contenait un pied et l'avant-jambe, c'est-à-dire la partie située entre le genou et le dessus de la cheville. Le deuxième sac contenait une tête. Il s'agit d'une tête de femme. Nous ne pouvons pas identifier cette personne. Seul témoin, une habitante du quartier et son mari. Ils ont remarqué des allées et venues douteuses ces derniers jours. Il y a une camionnette qui est venue vers 11h moins 10 le soir. Et mon mari a écouté ce qui ne dort pas convenablement. Il a regardé par le rideau et on a vu une camionnette blanche arriver. Et alors, le type, comme il a vu mon mari qui allumait le phare, il s'est mis à courir et la camionnette, elle est partie assez vite aussi. Pour les policiers, cette macabre découverte fait partie d'une série. Il y a 15 jours, à quelques kilomètres seulement, ils ont retrouvé 9 sacs poubelles contenant des restes humains. 2 jours plus tard, en bordure d'une voie ferrée, ils découvrent un buste féminin. À chaque fois, le tueur choisit avec minutie ses endroits, comme le chemin des inquiétudes. Les enquêteurs sont certains d'avoir affaire à un psychopathe, un tueur en série qui aurait fait au moins 4 victimes. L'affaire des écoutes téléphoniques de l'Élysée a remis en lumière plusieurs dossiers. Dans cette affaire a commencé par celui des Irlandais de Vincennes. En 1982, souvenez-vous, des Irlandais résidant à Vincennes sont arrêtés soupçonnés de terrorisme. En fait, la gendarmerie avait déposé des armes dans leur appartement afin de les accuser. Dans cet imbroglio politico-judiciaire, un seul homme a été finalement condamné, le commandant de gendarmerie Jean-Michel Beau, 15 mois de prison avec sursis. Aujourd'hui, eh bien, il demande la réouverture du dossier. Pascal Doucet-Bon, Michel Hiver. D'autres que lui auraient abandonné depuis longtemps. Mais Jean-Michel Beau est tenace. Voici lancer sa contre-attaque en forme de lettre au parquet. Ses cibles sont bien désignées. Proutot est l'organisateur de cette sale affaire des Irlandais, c'est prouvé, archi-prouvé. Baril est l'organisateur de ce scandaleux montage qui consiste à aller déposer des armes chez des pseudo-terroristes et ensuite à faire venir des officiers de police judiciaire qui couvrent ceux qui passent pour être des petites erreurs de procédure pour se découvrir 3 ans après qu'ils ont été honteusement manipulés. On a fait de moi le super bouc émissaire qu'on n'a pas hésité à m'écraser de tout le poids de la hiérarchie et de l'État en toute mauvaise foi. Le commandant Beau n'avait pas de barbe à l'époque. Il reste avec Bernard Géga le seul condamné de l'affaire. Condamné à 15 mois de prison avec sursis pour avoir fermé les yeux sur ce qu'il croyait être des irrégularités de procédure. Jean-Michel Beau dirigeait alors la section de recherche de la gendarmerie de Paris. Il était sur les lieux le 28 août 82. Ce jour-là, 3 Irlandais sont arrêtés par le GIGN comme terroristes, armes et pains de plastique à l'appui. 3 mois plus tard, le journal Le Monde révèle le montage. Les armes ont été déposées après les interpellations. Au procès, le capitaine Baril, qui dirigeait le GIGN, n'est entendu que comme témoin. Le commandant Proutot, chef de la cellule antiterroriste de l'Élysée, est relaxé en appel. Il nie avoir eu connaissance du montage. Si les archives de Christian Proutot retrouvées dans son garage prouvent le contraire, alors la justice pourra peut-être s'y intéresser. Mais après 15 ans de combat, Jean-Michel Beau a appris à ne pas trop s'avancer. J'ai fait ce qu'on appelle dans notre métier des scoops, en faisant sortir des vérités, en les ayant préparées pour les faire fuiter, produit les documents. Chaque fois, ça faisait un énorme boum, et je pensais que c'était enfin le tournant. Et puis ensuite, ça faisait un épouvantable plif, et c'était fini. Donc aujourd'hui, je suis tout aussi prudent que depuis 15 ans. Y a-t-il prescription ou non? C'est au parquet de Paris de le dire. Le procureur est le seul, désormais, à pouvoir décider si pour la justice, il y a encore une affaire des Irlandais de Vincennes. Occupation du château de Versailles en début d'après-midi par un groupe d'environ 300 personnes, des sans-logis. À leur tête, le professeur Léon Schwarzenberg. Il s'agissait pour eux d'opérer un coup d'éclat avant le débat sur la cohésion sociale qui doit s'engager demain lundi au Parlement.
L'actualité internationale maintenant. Au Zaïre, les rebelles annoncent la prise de 2 nouvelles villes, Kananga dans le centre du pays et Kolwezi, que tout le monde connaît. Le chef rebelle Laurent Désiré Kabila déclare qu'il envisage de se rendre en Afrique du Sud où ont lieu actuellement des pourparlers avec des émissaires du président Mobutu, celui-ci ayant refusé de répondre à son ultimatum qui lui signifiait tout simplement de quitter le pouvoir. Sur le terrain maintenant, les organisations humanitaires ont découvert un nouveau camp de réfugiés en très grande détresse dans la région de Kisangani. Jean-Marc Ilouz. Ils sont 50 000 et leur calvaire dure depuis 3 ans. En fuyant les massacres de leur Rwanda natal pour se réfugier au Zaïre, ces Hutus n'auront fait que passer d'une guerre civile à une autre. Avant d'échouer ici, à 29 km à l'est de Kisangani, ils auront marché 1500 km, chassés vers l'ouest par la poussée des rebelles zaïrois. Et encore ces regards caractéristiques des victimes de l'extrême malnutrition. Le problème que nous avons ici, c'est la faim. La faim. Les patients qui arrivent ici pour se faire consulter, nous regardons la malnutrition. La faim, la faim, la faim. Après la malaria, la dysenterie, une nouvelle priorité pour les organisations humanitaires, maîtriser un début de choléra chez les survivants. Il y a énormément de gens malades et surtout aussi c'est la malnutrition qui est très très sévère et il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Seuls pour enterrer ses proches, loin des siens et oublier des hommes. En Iran, retour aux grandes manifestations de rue des années 79-80 au début du régime des mollahs. Des milliers de personnes devant l'ambassade d'Allemagne aujourd'hui après la condamnation de dirigeants iraniens par un tribunal de Berlin. L'Iran envisage également de revoir ses relations économiques avec l'Union européenne et principalement donc l'Allemagne. Retour en France, à la rubrique santé. Les Françaises, selon les statistiques, dépensent chaque année environ 1200 francs pour leurs produits de beauté et cosmétiques. Et il faut savoir que tous les produits ne conviennent pas à tout le monde. Certains peuvent provoquer des irritations, voire plus grave, des allergies. Donc attention au moment du choix. Françoise Vallée et Christian Autain. Alors, voyons un petit peu ce que ça donne tous ces tests. Eh bien, il y a incontestablement une réaction au groupe du Pérou, qu'on retrouve comme base et comme stabilisante des parfums. À part cela, il y a effectivement une réaction à votre crème de jour et à votre produit nettoyant. Je me suis retrouvée avec le visage où il y avait des plaques des rougeurs et qui me provoquaient un échauffement. Marie-Christine utilise pourtant des produits de marque. Cela n'a pas empêché l'irritation. Dans un produit cosmétique, on trouve parfois des dizaines de composants. Entre les fixateurs, les conservateurs, les colorants et les parfums, la peau réagit plus ou moins bien. Il faut connaître son type de peau et ne pas se forcer à appliquer des choses qui ne conviennent pas. À partir du moment où il y a des tiraillements, où il y a des picotements, même un peu de rougeur, c'est que la peau ne tolère pas bien le produit, elle s'irrite et il faut arrêter ou espacer les applications. Ça, c'est la bergamote. Mais il est difficile d'identifier le responsable. Angélique est coiffeuse et vient consulter pour un eczéma sur les mains. Des extraits de différents produits appliqués sur sa peau vont permettre de savoir à quoi elle est allergique. Bon, eh bien effectivement, c'est bien les produits de coiffure qui sont en cause. Toute la base des colorants capillaires que vous utilisez tous les jours est très positive. Donc il n'est pas question de poursuivre ce métier. Heureusement, les allergies ne sont pas toujours aussi graves. Mais les personnes qui, comme Angélique, ont la peau sensible doivent faire attention. Depuis cette année, la législation impose l'étiquetage de tous les composants sur l'emballage. Pour les peaux intolérantes, il existe désormais des cosmétiques en mini-dose, sans parfum et sans conservateur, pour minimiser les risques. Le beau temps qui règne actuellement sur la France n'empêche pas les passionnés de ski de profiter des derniers jours de glisse. À la Clusaz, par exemple, ce week-end, ils étaient encore plusieurs centaines à dévaler les pentes. Didier Guyot, Philippe Évêque. Allez, on y va. On les appelle les staccanovistes de la neige. Ils chaussent les planches ou le surfent jusqu'au bout et même en avril, on les voit dévaler les pistes, comme ici à la Clusaz. Bah regardez, c'est formidable, il n'y a pas un chat, on profite, on a toute la montagne pour nous, c'est royal. Bon, les inconvénients, le matin c'est verglacé, l'après-midi c'est de la soupe, mais bon.
On aime quand même. On aime quand même, ouais. C'est le dernier week-end, on peut encore en profiter et profiter du soleil, de la chaleur, pas avoir les gros anoraks et s'arrêter à des terrasses pendant 1 heure, prendre le soleil, c'est génial. Pour ces accros, les arguments ne manquent pas. Il y a du soleil à revendre, encore de la neige et moins de monde sur les pistes. Alors avant que les stations ne ferment, on s'adonne une dernière fois à son plaisir favori. On a les pistes presque pour nous, sur toute la largeur. On fait ce qu'on veut, on est libre et on gêne personne. La fin de saison c'est top parce que la neige est molle, donc à partir de midi on peut se lâcher, on peut faire des sauts, tomber dans la soupe, on se fait pas mal. Donc on progresse, puis on progresse jusqu'au bout quoi. Difficile pour les stations de se plaindre de l'hiver 96-97. La neige n'a pas manqué, le soleil a brillé sur les cimes, les vacanciers ont été au rendez-vous. La neige est arrivée très tôt, ça a redonné aux gens envie de skier et les résultats se sont fait sentir rapidement. Par exemple, cette année, la remontée mécanique a augmenté leur chiffre d'affaires de 17% par rapport à l'année passée et de près de 10% par rapport à leur meilleure année. Mais pour tous ces passionnés, le plus dur désormais est d'attendre l'hiver prochain. Et puis cette victoire surprise acquise sur la ligne d'arrivée par le Français Frédéric Guédon dans la classique cycliste Paris-Roubaix, c'était cet après-midi. C'est dans les derniers 200 mètres avant l'arrivée qu'il a réglé au sprint les principaux favoris. Thierry Clopeau, André Germain. Ce visage-là, ce nom-là, avant ce Roubaix, personne dans le grand public ne les connaissait vraiment. Le temps d'une course, Frédéric Guédon, ce breton de 25 ans, né dans le même village que Bobet, est devenu la nouvelle étoile des pavés du Nord. C'est dans les derniers mètres que Guédon a giclé, coiffant au passage tous les favoris. J'aime bien les pavés, c'est quasiment la plus belle course au monde, donc c'est normal que cette course me motive. Et pourtant, tout n'a pas été rose pour Guédon. Il y a eu tout d'abord les crevaisons, 3 dans les premiers secteurs pavés. Il y a eu la poussière aussi, ces nuages de terre. On se serait presque cru en plein désert sur le Dakar, la visière ou le pare-brise en moins. Avec toutes ces galères, Guédon, jamais vraiment placé dans les échappées, n'y a jamais vraiment cru. Je pensais pas que ça allait tomber sur moi, car je pense que j'étais peut-être pas vraiment le plus fort, mais bon, la course a décidé que ce soit moi qui gagne. Et à 25 km de l'arrivée, quand Moncassin, deuxième du dernier Tour des Flandres, Mouzeou, vainqueur du Roubaix l'an dernier, Tchmil, vainqueur de l'édition 94, s'échappe, Guédon se dit sans doute que jamais il ne gagnera cette course. Et pourtant, il y a la crevaison du Belge Mouzeou. Crève-cœur pour toute la Belgique. On se dit à cet instant, à 12 km de Vélodrome, que Moncassin, plus rapide au sprint que Tchmilé, va gagner sa première grande classique. Mais le Moldave n'assure pas vraiment les relais à quelques mètres de l'entrée sur le Vélodrome. Il traîne un peu les pieds. Résultat, les deux échappés qui ont compté jusqu'à 25 secondes d'avance sont rejoints par le groupe Mouzou et Guédon. La suite on la connaît, Marc Madiot, 2 fois vainqueur en 85 et 91, tout jeune directeur sportif de la Française des Jeux, peut saluer son poulain. De Frédéric en particulier, qu'est-ce que tu lui as dit ? Non, Frédéric, j'avais dit... J'avais donné mes petits trucs, il les a bien appliqués. Quoi par exemple ? Ça, je les garde pour l'année prochaine. Ce soir, en tout cas, Frédéric Guédon signe des autographes. Et la France entière sait enfin qui il est, un héros de Paris-Roubaix. La Formule 1 maintenant, Grand Prix d'Argentine, deuxième victoire de la saison pour le Canadien Jacques Villeneuve sur Williams-Renault, deuxième Eddie Irvine, Ferrari, troisième Ralf Schumacher sur Jordan Peugeot. Laurent-Frédéric Bollet. En Argentine, on sait recevoir, c'est normal, c'est le 600e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Au départ, les pilotes, eux, savent s'engager. Schumacher qui touche Panis, puis le même Schumacher qui touche Barrichello. Bref, encore un départ tumultueux, en forme de pagaille générale, sauf que cette fois, la course n'est pas interrompue. C'est donc fini pour Schumacher dès le premier virage. Le peloton est alors neutralisé par la voiture de sécurité. Cela dure 4 tours. Quand ça repart, on n'est pas au bout des surprises. Cascade d'abandon, et notamment pour Heinz-Harald Frentzen sur la deuxième Williams. Même destin pour Olivier Panis sur la Prost. Panis qui se maintenait à une prometteuse deuxième place, c'est une déception pour le clan français. Derrière Villeneuve, des visages inhabituels se montrent. Ralf Schumacher, le petit frère sur Jordan Peugeot. Et surtout, Eddie Irvine sur la deuxième Ferrari. Il est en embuscade derrière Villeneuve qui, malgré quelques problèmes intestinaux, tient bravement le coup. Villeneuve qui observe 3 arrêts au stand, c'est beaucoup, et qui parvient surtout à contenir Eddie Irvine dans les derniers tours. Un suspense haletant devant une foule en délire acquise tout à la cause des Ferrari, mais ce ne sera pas suffisant. C'est une nouvelle victoire à l'arraché pour Jacques Villeneuve qui s'échappe au championnat avec 10 points d'avance, mais c'est sûr, cette année, il n'aura pas la vie facile.
24 heures du Mans moto maintenant, c'est une Suzuki pilotée par l'équipage Pollen-Godard-Gomez qui l'a emporté, précédant de 10 tours la Yamaha de Delestan, Ruggia et Lindholm. Au classement du championnat du monde, Gomez, Pollen et Godard sont en tête de la compétition. Le grand marché de la télévision se tient actuellement à Cannes. On y voit et on y achète tout ce qui sera programmé dans les mois et les années qui viennent. En arrière-plan, toujours le combat acharné que se livrent les télévisions européennes pour résister aux Américains. Et pour y parvenir, l'une des meilleures recettes finalement, eh bien, ce sont les grandes fresques historiques. Marie-Pierre Samitier, Claude Sicard, reportage. La fiction est aujourd'hui le produit phare de la télévision. On tourne pour la télé sans lésiner. En Camargue, le Grand Battre dure 9 épisodes d'1h40. Elle peut pas. Il est obligé, et ça c'est très beau, de se mettre à genoux à terre comme les chevaliers. Et les comédiens apprécient. On s'est imaginé que la télévision c'était avant tout des shows, des talk-shows, un peu variété, tout ça. Puis on en est un peu revenu, on s'est aperçu aujourd'hui que le public de télévision avait vraiment envie de fiction. Et on revient à des très très belles fictions. Et ça c'est bien. Et donc n'importe quel comédien a envie d'être dans ces belles fictions. Il est fini le temps où un comédien disait « Ah non, moi je ne travaille pas pour la télévision ». Dans cet épisode, Thérèse, alias Marie-Christine Barrault, fête ses 100 ans. Une grande saga familiale qui dure comme le tournage. Celui-ci s'étale sur 6 mois et l'on y peaufine la photographie. Je crois qu'il y a eu une période de la télévision, je dirais la téloche, à côté du frigo, qui servait de meuble. Et l'image n'était pas très bonne. Aujourd'hui, en tout cas dans les 5 ans qui viennent, on va avoir une qualité à la télévision exceptionnelle. Les salles de cinéma se vident. En revanche, les fictions en prime time vont jusqu'à 45% de part de marché. Chaque année, les budgets consacrés aux fictions augmentent dans les chaînes de 20%. Et le phénomène est international. Si vous prenez les programmes britanniques, les 3 programmes les plus regardés sur les chaînes britanniques sont 3 fictions d'ailleurs nationales. Britannique. Si vous prenez les États-Unis, c'est exactement pareil. Donc je crois que la fiction, c'est au fond une réponse à la fois politique, sociologique, culturelle aux problèmes d'aujourd'hui. 11 000 professionnels sont venus ici ce week-end au MIP TV. Les Américains sont là pour faire des affaires. Pour eux, l'Europe est un gros gâteau de 5 milliards de dollars. Au salon de la maquette et du modèle réduit qui se termine ce soir à la porte de Versailles à Paris, la vedette a encore été tenue cette année par toutes sortes de petits trains plus ou moins miniatures. Reportage Marie-Hélène Bonneau, Michel Levasseur. C'est le train le plus cher du monde, 1,5 million de francs. Sur un circuit de 8,20 mètres de long, 140 mètres de rails, une trentaine de convois, plus d'une centaine d'aiguillages. Il y a tant à voir que certains visiteurs restent parfois 2 heures devant cette maquette. Les amateurs peuvent construire eux-mêmes les éléments de ce circuit, comme par exemple ce train à crémaillère. C'est mécanique, il n'y a rien au point de vue ordinateur. C'est uniquement par bloc système et des relais de ralentissement. Donc pas d'ordinateur pour ce réseau. Celui-ci en revanche est entièrement géré par l'électronique. Un composant par train, un peu comme un conducteur par machine dans la réalité. 80 convois peuvent rouler en même temps. Assez cher également, 2000 francs la locomotive, de 300 à 1000 francs le wagon. Voici le plus petit du monde, fabriqué en série. Et sur ces circuits, les trains traversent de vraies villes, de vraies forêts, la campagne. Alors, les passionnés réalisent aussi les maquettes, celles des ponts, des maisons, des villages tout entiers. Un train de jardin, très décoratif, c'est la mode, on se rapproche de la nature. Et celui-ci plaît beaucoup aux enfants. Ces grands-enfants, eux, se prennent pour de vrais mécaniciens. Tout petits déjà, ils en rêvaient. En gauche, j'allais voir au dépôt à rue d'Aubervilliers, j'allais voir les locomotives. Voilà. Le construire, le regarder ou le conduire, décidément, le train n'en finit pas de déchaîner les passions. Le port breton de Saint-Quay-Portrieux organisait ce dimanche la fête de la coquille Saint-Jacques. La baie de Saint-Brieuc est l'un des premiers centres de pêche en France, il faut le savoir. Et cette fête était finalement destinée à faire connaître le produit pour mieux le vendre. Jacques Deveau, Michel Hiver. La coquille Saint-Jacques, c'est d'abord une pêche. Dure, dangereuse, terriblement réglementée pour protéger les stocks. Alors la fête, c'est l'occasion de montrer tout cela aux consommateurs. Pour une fois,
les coquillers restent près des côtes et s'offrent au regard des touristes. J'avais eu l'occasion de voir ça de près, et ça vaut le coup. On les voit et c'est un métier qui est dur. Hein. Moi, je savais qu'on draguait, mais moi je savais pas du tout comment ils relevaient les dragues et comment ils les déposaient. Quand il fait très mauvais, vous pouvez vous imaginer les risques qu'il y a pour les hommes d'équipage. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est le métier de la coquille Saint-Jacques. Hein. C'est une promotion pour la région. Quoi. Non, il faut faire des trucs comme ça pour que les gens connaissent, pour que notre produit se vende mieux aussi déjà aussi. Car cette pêche n'est pas qu'une animation pour touristes. Les coquilles sont directement vendues aux visiteurs, l'occasion de faire des affaires et d'apprendre les recettes. Comment les ouvrir et surtout comment les nettoyer, parce qu'il y en a qui croient les mettre au micro-ondes à ouvrir comme ça et puis les déguster comme ça. C'est vrai. La coquille de la baie de Saint-Brieuc possède depuis cette année son label. Le gisement se repeuple et l'on pêche ici chaque année 4000 tonnes de coquilles. Une richesse qui a permis de moins sentir les effets de la crise de la pêche. À Abbeville maintenant et dans toute la baie de Somme d'ailleurs se tient en ce moment le festival des oiseaux. Aujourd'hui, des spécialistes, des ornithologues avaient organisé une balade à l'écoute d'une multitude de chants d'oiseaux. Marianne Mas, Patrick Wurstorm. Tout petit oiseau, oui. Il fait petit. Munis d'une drôle d'oreille en plastique avec un micro planté au milieu, les chasseurs de sons sont lâchés. C'est bon? On connaît quand même pas mal d'espèces, telles que le canard, bon, la mésange, le troglodyte. Mais c'est vrai que là, il peut y avoir des espèces qu'on connaît mais qu'on a du mal à définir par leur chant en fait. Objectif de la balade, réapprendre à écouter, à regarder. Petit exercice, prenez un paysage de marais, enlevez le son, étendez l'oreille. Petit à petit, la vie se reconstruit et la vie, au printemps, elle déborde. Pour le grand public, les chants d'oiseaux au printemps, c'est justement la joie du printemps, c'est le soleil qui revient, etc. Alors qu'en fait, c'est surtout pour l'oiseau, c'est l'impératif de la reproduction. Il crie que pendant la défense. Oui, surtout la défense de son territoire, c'est-à-dire quand il niche. Et après sûrement aussi la séduction, non? La vie des animaux, ça passionne toujours autant les humains. Poule d'eau, mésange ou troglodyte, en 1 heure, une trentaine de chants ont été enregistrés. Deuxième exercice, la réécoute en studio, où l'on apprend par exemple que les étourneaux sont de grands imitateurs. Leur système d'émission des sons fait qu'ils peuvent émettre plusieurs sons différents en même temps. Donc on entend, d'un seul coup, on entend plein de choses en même temps, on regarde et il y a un petit oiseau noir sur une branche et c'est lui qui fait tout ça. Et en plus, des fois, il claque du bec. La pêche des soirs, on les entend, mais on n'arrive pas à bien les identifier. Donc c'est sûr, maintenant, on va faire un peu plus attention. Du bruit maintenant avec le groupe pop anglais Depeche Mode qui avait disparu de la scène depuis 4 ans maintenant. Il réapparaît avec un dernier album et un concert unique auquel nous avons assisté. C'était la semaine dernière à Londres. Louis Carzou, Christophe Héron. Une usine désaffectée au sud de Londres qui essaye de se donner des airs de fête, le lieu choisi par Depeche Mode pour lancer leur nouveau disque Ultra résume assez bien l'état d'esprit du groupe. Mais avec Depeche Mode, c'est comme pour le chocolat, quand c'est noir de noir, c'est encore meilleur. Chanter, interpréter les chansons de cet album, pour moi c'était vraiment un pari. Parce que ce disque reflète tout à fait ce que j'ai vécu ces dernières années. Vous savez, la parano, l'autodestruction, ce genre de sentiments. De fait, après 17 ans d'existence, Depeche Mode est soumis à de sérieuses turbulences. Entre Dave Gahan, tout juste rescapé d'un flirt trop poussé avec toutes sortes de substances toxiques, et Andy Fletcher, plus préoccupé par ses affaires que par la musique,
Le groupe a bien failli ne jamais revoir la lumière des hit parades. Dans ce contexte, on oublierait presque qu'Ultra est aussi le tout premier disque disponible gratuitement sur Internet et sur un site français, s'il vous plaît. Une innovation en guise de consolation pour les fans, car cette fois Dépêche Mode n'envisage pas de tournée. Et aussi beau soit-il, leur 9e disque risque fort d'avoir les sonorités d'un chant du cygne. Voilà, juste le temps de vous souhaiter une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir, à demain.